Au sommaire de cette édition, la Fondation chrétienne Cœur à Cœur, présidée par Marietta Kassi, a procédé le samedi 23 avril dernier à une remise de dons aux populations du village de Bédou-Bénin dans la localité d'Adiaké en Côte d'Ivoire. En Afrique, Soudan du Sud, retour de Riek Machar à Juba. Au Togo, inauguration de la nouvelle aérogare de l'aéroport international de Lomé. Cisjordanie, inauguration d'une statue de Nelson Mandela à Ramallah. À l'international, aux États-Unis, primaire, Clinton distance fortement Sanders. Terminons avec la disparition des 43 étudiants au Mexique, le combat inlassable des familles pour la vérité. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre cette page d'information. La Fondation chrétienne Cœur à Cœur, présidée par Marietta Kassi, a procédé le samedi 23 avril dernier à une remise de dons aux populations du village de Bédou-Bénin dans la localité d'Adiaké en Côte d'Ivoire. Cette remise de dons intitulée Jour de marché s'est faite sous la forme d'un marché gratuit où chacun a pu emporter gratuitement les articles de son choix. C'est jour de marché dans le village de Bédou-Bénin, mais ce n'est pas un marché ordinaire, car les exposants sont des membres de la Fondation Cœur à Cœur, une organisation chrétienne de bienfaisance. En effet, le samedi 23 avril 2016, ce village dans la localité d'Adiaké, dans le sud-est ivoirien, a reçu la visite des membres de la Fondation Cœur à Cœur pour une remise de dons déguisée en marché. Nous sommes dans la joie de nous retrouver avec cette population au cours de cet événement de la Fondation Cœur à Cœur que nous avons dénommé Jour de marché. C'est un concept simple. Nous venons avec des vêtements, nous venons avec des dons, mais nous ne les offrons pas directement à la population. Nous permettons à la population de faire son choix. Chacun rentre dans le rayon qui le concerne et choisit ce qui plaît à son cœur. Après les salutations d'usage, le fonctionnement de ce marché du cœur a été expliqué aux villageois et ouvert officiellement. Chacun a alors pu faire son shopping, assister des volontaires de la Fondation Cœur à Cœur. Pour la Fondation Cœur à Cœur et sa présidente Marietta Kassi, ces sourires arrachés aux populations et qui expriment l'amour de l'Éternel sont la principale satisfaction. Mais l'autre satisfaction a été le message de vie apporté à Bédou-Bénin. Vous savez, la Bible dit, Dieu, il tient le cœur de tous les hommes dans sa main. Et puis c'est lui qui incline ça comme il veut. Si ici, on invoque Jésus, même si les gens ne nous aiment pas dans le village, Jésus va prendre leur cœur, il va les obliger à nous faire du bien. Donc je crois que Jésus, c'est la source de tout ce qu'on cherche dans ce village. Et je suis convaincu, et c'est ma prière, et je sais que Dieu m'a déjà exaucé. Avec Jésus, le village là, il va se développer. Touché par cet acte de bienfaisance et d'amour, le chef du village a rendu témoignage de la grâce de l'Éternel et a appelé sa population à accepter Jésus-Christ. Une remise symbolique de dons à la notabilité et la prestation de la troupe La Voix des Sages a mis fin à ce jour de marché à Bédou-Bénin. En société, en Côte d'Ivoire, un vaste programme d'éducation a été déployé pour lutter contre le travail des enfants dans les champs de cacao. Premier producteur mondial de cacao, la Côte d'Ivoire fait face à des récurrentes accusations sur l'emploi de mineurs dans les plantations de cacao. Des enfants à l'école plutôt que dans les plantations de cacao, c'est le programme mis en place par la Côte d'Ivoire pour lutter contre le travail des mineurs. Premier producteur mondial de cacao avec 35% des parts de marché, la Côte d'Ivoire souhaite redorer son image, quelque peu écornée par la présence d'enfants dans ses exploitations agricoles. Depuis 2011, près de 155 collèges et 18 000 salles de classe ont été ouverts ou rénovés. Depuis qu'il y a l'école, aujourd'hui, ces enfants-là, chaque jour, viennent à l'école. La première année, en 2013, on a eu un grand effectif au CP1, la première classe. Des grands enfants qui n'allaient pas de 10 ans, qui n'étaient pas là à l'école, on a réussi à les rattraper en les empêchant ainsi d'aller au champ. Selon un rapport de la Fondation Initiative Internationale pour le Cacao, entre 300 000 et 1 million d'enfants travaillent dans les plantations ivoiriennes. Pas ou peu payés, ils viennent souvent des pays voisins pour transporter des charges lourdes, pulvériser des pesticides ou abattre des arbres. Une situation inquiétante qui a poussé le gouvernement ivoirien à mettre en place un plan d'action national et débloquer près de 20 millions d'euros pour assurer l'éducation des enfants.
L'avènement de l'école est un point important dans l'élimination des travaux des enfants, puisque une fois que l'enfant est à l'école, régulièrement à l'école, il ne peut pas avoir le temps d'être au champ, donc on ne peut pas faire des travaux difficiles. À Goboué, la petite école a changé les habitudes de ses 1300 habitants, majoritairement producteurs de cacao. Les enfants sont là, mais comme la loi le dit, c'est la loi qui le condamne. C'est condamné aujourd'hui. Moi, à l'époque, quand j'étais tout bébé, à l'âge de 5 à 6 à 10 ans, j'ai parti au champ mon papa. Mais aujourd'hui, non. Moi, mes enfants ne vont pas au champ avec moi. Les enfants, je les ai tous mis à l'école. Et c'est moi qui vais travailler avec ma femme au champ, avec mon petit frère et mon grand frère. Interdit en Côte d'Ivoire, le travail des enfants est passible de peine d'emprisonnement. Entre 2012 et 2014, 23 personnes ont été condamnées. Mais dans les milieux ruraux, la tradition se perpétue et l'enfant est souvent considéré comme le futur remplaçant du père dans les champs. Mais les mentalités évoluent, à l'image de l'école de Goboué, qui accueille désormais plus de 220 élèves. Entamons l'actualité africaine au Soudan du Sud. Le chef rebelle sud-soudanais Riek Machar est arrivé à Djouba où il a prêté serment comme vice-président. Riek Machar a appelé à l'unité et à la réconciliation afin de mettre fin à plus de 2 ans de guerre civile. Au Soudan du Sud, Riek Machar est arrivé aujourd'hui à Djouba, la capitale du pays. Après avoir été accueilli à sa descente d'avion par des ministres et des diplomates, il s'est ensuite rendu au palais présidentiel où il a prêté serment comme vice-président. Une investiture prévue dans le cadre de l'accord de paix signé en août 2015, censé mettre un terme à une guerre civile dévastatrice qui dure depuis plus de 2 ans. L'arrivée repoussée à plusieurs reprises du chef rebelle depuis le 18 avril a fait craindre une remise en cause de ces accords. I repeat our apologies to the people of South Sudan. Je m'excuse à nouveau devant le peuple du Soudan du Sud pour la situation que nous, dirigeants, avons créée. Vous avez été patients tout au long de cette crise. Et bien que la route devant nous contient encore de nombreux défis, nous sommes déterminés à faire avancer notre pays. Maintenant que le docteur Riek Machar est revenu et a prêté serment en tant que premier vice-président de la République du Soudan du Sud, nous allons pouvoir commencer à établir un gouvernement de transition nationale. Comme je l'ai dit, je ne blâme personne, ce n'était pas prévu, mais malgré tout, pour mettre en place un tel accord de paix, vous avez besoin de ressources. Et je pense que nos partenaires et le gouvernement vont marcher main dans la main afin de ne pas retarder la mise en place du processus de paix. J'espère que la situation va se stabiliser le plus rapidement possible en termes de sécurité. J'espère que nous pourrons maîtriser les problèmes afin de stabiliser l'économie du pays, car le pays sort de la guerre et se trouve toujours en difficulté dans le secteur économique. Et j'espère que nous partageons la même vision en matière de stabilisation économique. La nouvelle aérogare de l'aéroport de Lomé a été inaugurée en début de semaine par le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé. Cette aérogare est le résultat de la coopération sino-togolaise. La nouvelle aérogare est construite sur une superficie de 21 000 m². C'est un véritable joyau technologique et architectural qui propulse durablement le Togo dans l'ère de la modernité. Les arrivées se feront au rez-de-chaussée et les départs à l'étage, alors que la mezzanine servira à la gestion des passagers en correspondance. Dans la sous-région, c'est pas une première, mais c'est un grand pas pour l'Afrique de l'Ouest. Une chose, c'est qu'il y a un défi. Ici, tout comme partout dans tous les pays africains, nous savons bien construire, mais nous ne savons pas toujours très bien maintenir. Si nous pouvons maintenir, alors ce sera quelque chose de très bon. Aujourd'hui, nous sommes contents. C'est ma première fois d'être ici au niveau du Togo. C'est aussi une vitrine du pays. C'est quelque chose de très bon. La compagnie Sky, basée au Togo, a déjà commencé ses opérations dans la nouvelle aérogare qui sera son hub sous-régional à la satisfaction de ses responsables. Mais rien ne vaut et ne vaudra ce bel outil que nous venons d'inaugurer aujourd'hui. Un outil qui va apporter le développement du Togo. C'est un outil qui va favoriser le tourisme
Togo. C'est un outil enfin qui met notre pays aussi à un niveau donné de cette Afrique de l'Ouest. La nouvelle aérogare est de niveau C dans le référentiel de qualité de service de l'Association des transports aériens internationaux. Elle a une capacité de 2,5 millions de passagers par an avec un fret de 50 000 tonnes. La rapidité des opérations, la qualité des services et la sécurité des voyageurs sont les composantes essentielles intégrées. Dans le nouveau contexte de la mondialisation des échanges, marqué par une compétition sans merci entre les nations, aucune capitale ne peut aujourd'hui saisir les opportunités qui s'offrent à elle dans le domaine du commerce international et des affaires si elle ne dispose de plateformes aéroportuaires modernes et fonctionnelles. La construction a coûté 90 milliards de francs CFA et le Togo a bénéficié d'un prêt de 115 milliards de la banque chinoise Exim Bank pour la réalisation des travaux. En plus de la compagnie Askai, une douzaine de compagnies aériennes desservent Lomé et 5 autres sont déjà sur la liste d'attente. L'Afrique du Sud a offert une statue géante de Nelson Mandela à la Cisjordanie. Le monument a été inauguré dans la ville de Ramallah en présence du président palestinien Mahmoud Abbas. Hier, les Palestiniens ont inauguré une statue géante de Nelson Mandela dans la ville de Ramallah. La statue du défunt président de l'Afrique du Sud et figure de proue de la lutte contre l'apartheid représente aussi un symbole pour les territoires palestiniens. Ses habitants accusent Israël de leur imposer le même type de régime ségrégationniste. La statue de bronze dévoilée hier est haute de 6 mètres et elle pèse 2 tonnes. Ce cadeau de la municipalité de Johannesburg à la Cisjordanie, occupée, vous le savez, depuis plus d'un demi-siècle, près d'un demi-siècle par Israël, eh bien, représente le prix Nobel de la paix sud-africain, le point levé, comme vous le voyez. Pour Moussa Hamid, le maire de Ramallah, eh bien, cette statue envoie aussi un message clair aux colonisateurs et à l'occupant israélien. Je cite, « Nous sommes bien plus proches de la liberté que vous ne le pensez ». Cette statue nous rappelle la personnalité de Nelson Mandela, qui prenait toujours le parti du peuple palestinien, même pendant les moments les plus difficiles de sa vie, quand il était en prison. Il a toujours eu une relation très forte avec la révolution palestinienne. Je pense que Nelson Mandela lui-même serait extrêmement fier de ce qui a été fait aujourd'hui. À l'international, l'immigration est un facteur décisif pour le référendum du Brexit. L'appartenance du Royaume-Uni à l'Union européenne. Mais l'issue de vote reste indécise. Si la ville de Londres est multiculturelle, celle de Pétersbourg est difficile d'accès pour les immigrants. La ville de Peterborough affiche la couleur pour le référendum du 23 juin. Principal argument du parti UKIP, qui fait campagne pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, l'immigration. Mick Min milite depuis peu pour ce parti. Il se sent abandonné par les hommes politiques de Londres. Les Polonais ramènent leur propre nourriture. Ils ont leur propre magasin. Ils prennent sans rien donner en retour. Les Britanniques sont tolérants. Ils accueillent les immigrés et UKIP aussi. Mais ça doit être dans les bonnes proportions, au bon endroit et les bonnes personnes. Les immigrants peuvent apporter beaucoup à la société. Mais la manière dont l'Union européenne le fait est totalement néfaste. Cela nuit aux classes ouvrières. Peterborough est une petite ville située à 140 km au nord de Londres. Entre 2001 et 2011, près de 25 000 immigrants s'y sont installés, principalement venus d'Europe de l'Est. Gosha est animatrice pour la radio locale en polonais. Elle aimerait réconcilier les Britanniques avec sa communauté. Certaines personnes s'inquiètent de ce qui pourrait leur arriver après un Brexit, s'ils devront peut-être quitter le pays. J'ai une amie dont le petit ami anglais lui a même promis de se marier au cas où. Pour nous, c'est important d'être membre de la société britannique. C'est normal d'être inquiet. Dans l'est de Londres, les niveaux d'immigration sont similaires, mais n'auront pas la même influence sur le résultat du vote. Ce match en est l'exemple. Le club de Clapton de 17e division était tombé en désuétude jusqu'à ce que les immigrés du quartier s'y intéressent. Aujourd'hui, les joueurs viennent des 4 coins du monde et sont encouragés à chaque match par des slogans antiracistes.
C'est un endroit très accueillant. Parfois, dans les clubs de province, tous les joueurs sont blancs et anglais. Et il n'y a personne de différentes nationalités. Parfois, c'est juste que les gens ne sont pas habitués à rencontrer et à se mélanger avec d'autres personnes. Quand vous venez ici, vous avez un exemple parfait de tout le monde se retrouvant ensemble, différentes personnes, différentes nationalités. Selon une récente enquête d'opinion, près de la moitié des électeurs britanniques considèrent l'immigration comme le facteur le plus important pour prendre leurs décisions. 2 mois avant le référendum, le résultat s'annonce serré. Incapable de former un gouvernement 4 mois après les législatives et de difficiles consultations infructueuses pour rapprocher les socialistes et le parti de la gauche radicale Podemos, de nouvelles élections seront organisées en Espagne. Il y aura bien de nouvelles élections en Espagne le 26 juin prochain. 4 mois après les législatives, le socialiste Pedro Sánchez a jeté l'éponge. Le roi Felipe avait tenté un ultime round de consultation, mais les socialistes et le parti de la gauche radicale Podemos restaient inconciliables. Le plus gros point de blocage étant le rejet par Podemos d'une alliance avec les centristes. Actuellement, il n'y a aucun candidat qui ait suffisamment de soutien pour pouvoir espérer une investiture, a confirmé le président du Congrès. Par conséquent, nous attendons le 2 mai pour émettre un décret de dissolution du Parlement et convoquer de nouvelles élections. Le conservateur et chef du gouvernement sortant, Mariano Rajoy, a lui regretté que les socialistes aient fermé la porte à une coalition entre les 2 grands partis. Je n'ai pas suffisamment de soutien, a-t-il reconnu. Son parti a beau être arrivé premier, les élections de décembre ont débouché sur un parlement fragmenté, rompant avec le bipartisme que connaissait l'Espagne depuis 3 décennies. Des dizaines de manifestants se sont rassemblés devant le Parlement turc à Ankara pour dénoncer la remise en cause du principe de laïcité depuis l'élection du président du Parlement issu du parti islamo-conservateur au pouvoir. Pour ces manifestants, la Turquie doit à tout prix rester un État laïque. Ils étaient quelques dizaines à s'être rassemblés ce mardi devant le Parlement à Ankara pour dénoncer la remise en cause de ce principe. Et c'est à coups de gaz lacrymogène que la police anti-émeute les a dispersés. À l'origine de la polémique, les déclarations du président du Parlement turc Ismail Karaman, un élu du parti islamo-conservateur au pouvoir. Avant toute chose, la laïcité ne doit pas figurer dans la nouvelle constitution, déclarait-il. Il y a 3 pays seulement dans le monde où la laïcité est inscrite dans la constitution, la France, l'Irlande et la Turquie. Nous ne devrions pas éviter le concept d'une constitution religieuse. Elle devrait évoquer la religion. Ces propos ont provoqué une levée de boucliers dans les rangs de l'opposition qui a accusé une nouvelle fois le parti AKP de vouloir islamiser la société turque. Aux États-Unis, Hillary Clinton a gagné 4 scrutins sur 5 dans le cadre des primaires démocrates organisées cette semaine, distançant fortement son rival Bernie Sanders. De son côté, le milliardaire Donald Trump a triomphé dans les 5 primaires républicaines. Ils se rapprochent tous les deux de l'investiture. Donald Trump et Hillary Clinton se rapprochent un peu plus de l'investiture de leurs partis respectifs pour la présidentielle. Le milliardaire républicain a remporté les 5 primaires qui se tenaient mardi sur la côte Est, avec des marges de victoire dépassant parfois 60% des voix. Il s'est exprimé depuis le hall de la Tour Trump à New York. Je me considère comme le probable candidat investi. Absolument. Honnêtement, le sénateur Cruz et le gouverneur Kasich devraient vraiment se retirer de la course. Hillary Clinton a quant à elle empoché 4 États sur les 5 disputés mardi, le Maryland, la Pennsylvanie, ainsi que le Connecticut et le Delaware. Elle a ainsi engrangé une avance quasi insurmontable sur Bernie Sanders. Que vous me souteniez moi ou le sénateur Sanders, ce qui nous unit est beaucoup plus fort que ce qui nous divise, a-t-elle déclaré. Bernie Sanders, qui l'a emporté dans l'État de Rhode Island, promet de rester en course jusqu'à la fin, mais il pourrait changer de stratégie, par exemple s'il visait le rôle de colistier de sa rivale. Au Mexique, 43 familles des étudiants disparus continuent de se mobiliser pour qu'éclate la vérité. 1 an après cette disparition, elles ont défilé sur la principale artère de la capitale de Mexico.
Plus d'un an et demi après la disparition de 43 étudiants au Mexique, les familles poursuivent leur combat pour la vérité. Brandissant des portraits de leurs proches, elles ont défilé sur la principale artère de la capitale Mexico. Cible de leur colère, le gouvernement, accusé par des experts indépendants d'avoir entravé l'enquête et d'avoir montré, selon eux, peu d'intérêt à faire toute la lumière sur cette affaire. Les familles, elles, attendent toujours des réponses. Le monde est écœuré par cette inaction, souligne le porte-parole des familles. C'est pourquoi nous continuons à réclamer une enquête approfondie. Le président Enrique Peña Nieto doit tenir ses promesses. L'arrivée au Mexique du groupe d'experts indépendants a été très importante pour nous, explique la mère d'un étudiant disparu. Le gouvernement était pressé que les experts quittent le pays parce qu'ils avaient découvert beaucoup de choses qui avaient été cachées. Les étudiants avaient disparu en septembre 2014 alors qu'ils se rendaient à Iguala dans l'état de Guerrero pour une manifestation. Selon la version officielle, ils ont été interceptés par des policiers municipaux qui les auraient livrés à des membres d'un cartel de drogue. Ces derniers les auraient tués et incinérés dans une décharge. Mais les experts affirment qu'il n'y avait pas de preuve d'une incinération d'une telle ampleur dans ce lieu. Pour la première fois depuis son lancement en 2007, le géant américain Apple a accusé la toute première baisse des ventes trimestrielles de son iPhone. Résultat, un chiffre d'affaires en repli de 13% à 50,6 milliards de dollars. L'âge d'or d'Apple touche-t-il à sa fin? Le géant américain vient d'accuser la toute première baisse des ventes trimestrielles de son iPhone depuis son lancement en 2007. Le recul atteint 16% sur un an. Résultat, un bénéfice net en chute de 22% à 10,5 milliards de dollars pour un chiffre d'affaires en repli de 13%. Apple n'a pas l'air d'avoir de moteur de croissance significatif au vu de sa stratégie actuelle, dit cet analyste. Mais vous savez, s'il devait sortir un produit révolutionnaire ou casser ses prix, la tendance pourrait s'inverser, surtout s'il se distingue des autres fabricants de smartphones sur le marché. Mais faute d'innovation en termes de prix ou de caractéristiques, sa position sur le marché deviendra graduellement beaucoup plus incertaine. Face au ralentissement des ventes de l'iPhone 6S sur un marché saturé, le numéro 2 mondial du smartphone avait choisi de sortir une version plus petite et moins onéreuse en mars, le SE, mais le succès est mitigé notamment en Asie. Et du fait du dollar fort, le groupe a par ailleurs souffert d'effets de change négatifs. Le salut d'Apple viendra peut-être des services tels Apple Pay ou encore Apple Music, dont le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 20% sur un an à 6 milliards de dollars. Terminons ce journal avec un mot de culture. Décédé sur scène dimanche dernier à Abidjan, la dépouille de l'artiste congolais et icône de la rumba Papa Wemba a été rapatriée jeudi en République démocratique du Congo. Une délégation ivoirienne comprenant des ministres a fait le déplacement. Alors que les hommages continuent de pleuvoir à travers le monde pour saluer la mémoire de Papa Wemba, sa dépouille doit être rapatriée ce jeudi en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a notamment annoncé Salif Traoré, le leader du groupe ivoirien Magic System et organisateur du FEMUA. Pour l'occasion, un avion sera affrété par le gouvernement congolais. Une délégation ivoirienne composée de 3 ministres devrait faire partie du voyage. Papa Wemba a 66 ans, légende de la musique congolaise, est décédé tôt ce dimanche après un malaise survenu sur la scène à Abidjan. Il participait au FEMUA. Je disais lors d'une émission qui précédait le FEMUA qu'il avait l'impression qu'il allait partir sur scène. Parce qu'il se sentait souvent comme dans un ciel quand il était sur un plateau et tout. C'est peut-être que c'était d'une manière prémonitoire. C'est une référence. En Afrique, je vous disais que c'est quelqu'un qui a marqué la modernisation de la musique africaine. Il fait partie des pionniers. S'il ne l'a pas créé, cette musique, je crois qu'il fait partie de ceux qui l'ont emmené très loin. Donc pour moi, j'ai vraiment un énorme respect pour lui. C'est quelqu'un de formidable. Parmi les artistes musiciens, c'était le seul qui avait, peut-être à part les autres, qui évoluent beaucoup plus en Europe, le seul parmi nous, de notre génération, avec par rapport à la rumba congolaise, qui avait atteint
un niveau sur le plan international que nous autres n'avons pas pu atteindre, quoi. Donc, voilà, donc c'est une fierté du pays qui est parti. Ce que je retiens de lui, que c'était un homme qui aimait le travail, qui était acharné au travail, sans lesquels il ne serait jamais arrivé à des niveaux aussi élevés tels qu'on l'a connu. C'était aussi un homme qui tenait à sa parole, à sa signature. Vous savez qu'il avait un peu de malaise avant d'aller à Abidjan. Il s'est remis, mais malgré ça, il a tenu à tout prix à aller honorer sa signature et son contrat. Ce qui montre que c'est un homme de la parole donnée. Ce que je peux garder de la personne, Papa Wemba, qui a un très grand cœur, qui est un immense monsieur. On s'en rend compte aujourd'hui qu'il nous a quittés, que c'est un monsieur énorme, mais qui était très, très, très simple et très disponible. Il était à la portée de tout le monde. Il parlait avec tout le monde, il accueillait tout le monde, aussi grand qu'il ait été. On a perdu un grand monsieur, un baobab. Wemba, c'est tout un symbole. Donc, azaki fierté à quartier Nabiso. Symbole à réussite, Yama Tongé, c'est Papa Wemba. C'était tant tout. Un frère, un ami, un frère. Je dirais plus. Fin de ce journal, nous avons pris plaisir à vous le présenter et nous vous souhaitons une excellente suite de programmes sur Béni TV. À bientôt.